Alors maintenant, on a beaucoup parlé des différents conduits qui transportent l'air dans les différentes sections du système respiratoire. Maintenant, on va s'attarder un peu plus au niveau des alvéoles, de leur fonction, mais aussi au niveau de leur structure. Donc, première des choses, il y a quand même beaucoup d'alvéoles dans vos poumons. Pour un poumon donné, on parle de centaines de millions d'alvéoles, entre 3 et 400 millions d'alvéoles qui vont permettre donc les échanges gazeux. Si vous regardez un petit peu ce que je pointe présentement, donc exemple ici, c'est vraiment une de ces alvéoles. Okay? Et si vous regardez vers la droite, on a simplement coupé, si vous voulez, le dessus, on a enlevé, puis on regarde à l'intérieur. Cette alvéole-là, première des choses, si je regarde à l'intérieur, elles ont des trous. On appelle ça des pores. Et ces pores-là permettent un déplacement d'air entre les différents alvéoles. Donc, évidemment, si on regarde ici la fin du circuit respiratoire, on a les bronchioles terminales, etc. Mais le dernier conduit, le conduit alvéolaire, c'est la dernière section qui amène l'air inspiré aux premières alvéoles ici, et cet air pourra circuler d'une alvéole à l'autre par l'intermédiaire des trous, des pores, pour justement se déplacer d'une alvéole à l'autre et maximiser les échanges gazeux. On remarque également que par-dessus l'alvéole, il y a un réseau de capillaires qui fait contact. Il y a vraiment un contact physique entre les capillaires ici et l'alvéole. Donc, en fait, chaque alvéole est emprisonnée dans un réseau de capillaires. On le montre à quelques reprises. Évidemment, pour que le dessin soit plus clair, on a enlevé les capillaires pour les autres alvéoles. Mais c'est comme ça, en fait. Imaginez-vous que chacune des 300 ou 400 millions d'alvéoles a son propre réseau capillaire. Et c'est avec ces capillaires-là qu'on fera des échanges entre les différents gaz. Donc, exemple, l'oxygène pourra passer à travers la paroi de l'alvéole pour regagner les capillaires et retourner en circulation sanguine. Ou le CO2 pourra passer aussi des capillaires, passe à travers la paroi de l'alvéole et retourne par le conduit alvéolaire dans les différentes sections du système respiratoire. Et vous remarquez donc que chaque alvéole est délimitée par une espèce de paroi, de mur. Et cette paroi-là, on appelle ça une cloison interalvéolaire. Inter, ça veut dire entre. Donc, c'est une cloison entre les alvéoles. Donc, ce que je pointe présentement à l'écran, c'est vraiment les différentes cloisons qu'on peut observer. Dernière petite chose, ce qu'on remarque en fait au niveau extérieur aussi de l'alvéole, on a enlevé ici dans ce cas-ci les capillaires et c'était pour vous montrer en fait les espèces de lignes blanches que je pointe présentement. Ça illustre tout simplement les fibres élastiques. Très important d'avoir des fibres élastiques. On a des cellules spécialisées qu'on appelle des fibroblastes qui fabriquent ces fibres-là pour justement aider à maintenir l'alvéole. Donc, la caractéristique d'élasticité d'un alvéole est extrêmement importante. Si elle perd cette caractéristique d'élasticité, elle risque de s'effondrer sur elle-même. Et un alvéole qui est effondré ou affaissé ne peut pas transporter ou récupérer l'air, ne pourra pas faire des échanges de façon efficace non plus. Il y a une maladie qui s'appelle l'emphysème qui a plusieurs causes en fait, mais qui est souvent un des problèmes. C'est un affaissement d'un grand nombre de ces alvéoles-là, donc on va diminuer les échanges gazeux. Une maladie qu'on voit souvent chez les fumeurs, donc c'est simplement ça. Maintenant, ce que je vais vous faire réaliser, c'est que dans la paroi ici, exemple de l'alvéole, il y a 4 sortes de cellules. Donc, deux cellules qu'on appelle des pneumocytes. Hein. Cyte veut toujours dire cellule, pneumo avec le système respiratoire. Donc, il y a des pneumocytes de type 1, type 2. Il y a des cellules phagocytaires qui sont là pour vous protéger et les fameux fibroblastes que j'ai mentionnés il y a quelques secondes. Donc, ces 4 cellules-là sont disséminées comme ça dans la paroi de l'alvéole. Maintenant, à quoi elles servent? Bien, en fait, la première chose, les pneumocytes de type 1, et là, on fait attention, parce que ça peut être mélangé un petit peu avec les types 2, ils ont un nom similaire, mais des fonctions complètement différentes. Donc, les pneumocytes de type 1, c'est 95% de la paroi, okay, de la cloison alvéolaire. Donc, c'est les cellules de base qui composent littéralement la paroi de l'alvéole. C'est un peu comme les briques d'un mur d'une maison. Okay? Donc, les briques, c'est les pneumocytes de type 1. Elles composent essentiellement le mur, et le mur, ben, c'est la paroi de votre alvéole.
Donc, leur principale fonction, c'est une fonction passive, hein, c'est une fonction de composition, c'est ce qui fabrique l'alvéole, en fait. Ça constitue une frontière très mince, hein, c'est une seule couche de cellules, donc entre l'air et le sang. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que l'oxygène ou le CO2 devra passer à travers ces pneumocytes-là pour regagner les vaisseaux sanguins ou l'alvéole, dépendamment du sens qu'on se déplace. On vous dit qu'il faut que ce milieu-là soit humide pour éviter l'affaissement de l'alvéole. Donc, c'est là que les types 2 vont intervenir. Les pneumocytes de type 2, il y en a beaucoup moins. C'est des cellules qui ont une forme un peu différente, donc c'est des cellules cubiques, elles ont un peu une forme carrée, alors qu'ici, les cellules pavimenteuses ou squameuses ont une forme aplatie, une notion qu'on avait déjà vue dans d'autres capsules. Donc, ils ont une forme différente. Il y a beaucoup moins de pneumocytes de type 2. Imaginez-vous que ces cellules-là sont un petit peu disséminées un peu partout à travers les pneumocytes de type 1. Par contre, elles sont extrêmement importantes parce qu'elles sont responsables, c'est les seules qui ont cette capacité, de produire un liquide qui s'appelle le surfactant pulmonaire. C'est en fait un liquide assez visqueux, huileux, qui est extrêmement important parce qu'il va recouvrir la surface de l'alvéole pulmonaire. Et ce que ça fait, c'est que ça empêche l'affaissement de l'alvéole. Parce que, comme je le mentionnais tantôt, si l'alvéole est affaissée, c'est plus possible elle ne peut plus faire son rôle. L'air ne pourra pas circuler dans cette alvéole-là, elle devient non fonctionnelle. C'est un problème très fréquent que vous allez entendre parler, c'est certain. Entre autres, on voit ça chez les petits prématurés. Donc, souvent prématurés, vous savez peut-être que le système respiratoire, c'est un des derniers systèmes à être complété chez le fœtus, tout simplement parce que le fœtus, dans le ventre de la mère, baigne dans le liquide amniotique, baigne dans de l'eau et les poumons sont inutiles. Donc, c'est vraiment à la naissance que les poumons seront utilisés pour la première fois. Donc, c'est le dernier système qu'on va développer. Un enfant prématuré peut avoir plusieurs problèmes, mais généralement, puis même parfois un enfant à terme, souvent c'est le système respiratoire qui a des ratés parce que c'est le dernier système puis il n'est pas complètement fini. Avec le développement, les semaines qui vont suivre la naissance, parfois l'immaturité du système va se compléter, puis ça prend juste un petit délai. En fait, c'est juste un petit délai, donc il n'y a pas de problème. Mais le lien avec les pneumocytes de type 2, c'est qu'un des problèmes au niveau de l'immaturité du système respiratoire, c'est justement les cellules de type 2 qui ne sont pas fonctionnelles. Donc, le surfactant n'est pas produit. Et ce que ça fait, c'est que les alvéoles sont affaissées sur elles-mêmes. Il peut y avoir un certain pourcentage d'alvéoles non fonctionnelles pour l'instant, ce qui amène de la détresse respiratoire chez le jeune prématuré. Des fois, il faut intervenir ou surveiller, bien évidemment. Parfois, on peut donner un médicament qui stimule la maturation de ces pneumocytes de type 2. Parfois, c'est avec le temps qu'ils vont devenir fonctionnels. Donc, tout simplement vous dire que dans ces cas-là, surfactant, effectivement, n'est pas produit, ça amène des problèmes respiratoires, mais c'est un problème qui, généralement, peut se régler assez bien, pour les cas des prématurés, évidemment. Dans la paroi des alvéoles, il y a également des cellules qui vous protègent, donc des cellules phagocytaires. Vous avez deux sortes de cellules, les dendritiques et les macrophagocytes. Dans les deux cas, c'est des macrophages. Ils ont exactement le même rôle, il y a juste une petite nuance entre les deux. Donc, c'est des cellules qui font la phagocytose de bactéries, de cellules infectées, de corps étrangers. Donc, littéralement, ils vont, par exemple, si c'est une bactérie qui vous infecte, qui infecte les voies respiratoires, puis malgré le mucus, malgré les cils, malgré tous les autres mécanismes de protection que j'ai déjà discutés, si j'ai une bactérie qui arrive au niveau des alvéoles, on a encore un système pour nous protéger. Et dans ce cas-ci, dans la paroi des alvéoles, on a des cellules phagocytaires qui vont littéralement englober la bactérie, la digérer, l'éliminer. C'est quoi la différence entre les macrophagocytes et les cellules dendritiques? Ils font exactement la même chose, sauf que les cellules dendritiques, elles ont une capacité supplémentaire, elles sont mobiles. Elles sont capables de se déplacer vers les vaisseaux lymphatiques, dans les ganglions lymphatiques, pour déclencher, entre autres, une réponse immunitaire plus puissante. Elles peuvent aller en sens inverse aussi, donc elles patrouillent, elles se déplacent. Alors que les macrophagocytes, eux autres, sont immobiles, sont coincés dans la paroi, sont confinés dans la paroi alvéolaire, ils ne bougent pas. Donc, c'est simplement la différence, mais ils ont un rôle essentiellement similaire. Et les fibroblastes que j'ai parlé tantôt, donc, très important, leur objectif, c'est de faire des fibres élastiques qui, grâce à ces fibres et à la production du surfactant au niveau des pneumocytes de type 2, on va favoriser donc
empêcher l'affaissement des alvéoles pour que celle-ci soit pleinement fonctionnelle. Maintenant, comment on fait des échanges gazeux? Donc, évidemment, il y a un échange entre les capillaires qui sont situés à la surface des alvéoles et de l'alvéole. Il y a comme 4 structures, en fait. 2 associées à la paroi du capillaire et 2 associées à la paroi de l'alvéole. Donc, il y a l'endothélium du capillaire, c'est-à-dire la couche de cellules qui forment la paroi du capillaire, c'est donc des cellules endothéliales. On a la même chose pour la paroi de l'alvéole. Et on a une membrane basale par-dessus l'endothélium capillaire. Puis on a aussi une autre, donc une deuxième membrane basale au niveau de l'épithélium alvéolaire. Donc, pour passer d'un milieu à l'autre, l'oxygène, le CO2, doit traverser ces 4 structures. Une image qui illustre ce que je viens de dire. Donc ici, on voit l'alvéole. On devine les vaisseaux sanguins qui vont être à la surface de l'alvéole. Si on fait un agrandissement ici entre le vaisseau sanguin, le capillaire et l'alvéole, c'est l'encadré qu'on a ici. Donc on voit que l'oxygène va quitter, donc ça c'est l'intérieur de l'alvéole, quitte la paroi. On passe donc à travers l'endothélium, les cellules endothéliales de la paroi de l'alvéole, traverse les membranes basales. Les 2 membranes basales sont fusionnées ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on les distingue mal sur le dessin. On a la membrane basale de l'alvéole qui est fusionnée avec la membrane basale du capillaire. On passe à travers ces membranes basales, passe à travers la paroi, l'endothélium du capillaire, et là, on retourne dans la circulation sanguine. Donc, on reconnaît un globule rouge, il y a du plasma, et donc l'oxygène pourra être absorbé par l'hémoglobine du globule rouge et être transporté. Ici, c'est simplement le noyau des cellules endothéliales qui forment la paroi, comme ça, du capillaire. Et je me suis mal expliqué il y a quelques secondes, donc je ne vais pas amener de confusion. Quand je parle de l'endothélium de la paroi de l'alvéole, j'ai malheureusement dit que c'était des cellules endothéliales, mais en fait, comme si vous avez bien suivi tantôt, ce n'est pas des cellules endothéliales. Généralement, c'est des pneumocytes de type 1 qui composent 95% de la paroi. Donc, les cellules endothéliales, on les trouve dans la paroi du capillaire, mais les pneumocytes de type 1, de type 2, les macrophages, fibroblastes, vont constituer la paroi ici. Okay? Donc, les 4 types de cellules, ils ont dessiné uniquement le pneumocyte de type 1, mais pour faire un lien que tantôt, on a les 4 types de cellules. Je sais d'expérience que ce schéma-là, vous le trouvez compliqué et pas clair. Je vais essayer de refaire ça de façon beaucoup plus simplifiée. Donc, en faisant un petit dessin ici, ce que je dessine présentement, c'est un capillaire sanguin qui transporte bien sûr les globules rouges et les différentes molécules. Ce capillaire devra faire donc des échanges avec l'alvéole. Première des choses, cette paroi, ce que je dessine présentement, c'est les cellules endothéliales du capillaire. J'ai l'oxygène, par exemple, dans ce cas-ci, qui est transporté et qui est en circulation dans le sang. Donc, évidemment, on comprend qu'ici, c'est la voie sanguine. Maintenant, si l'oxygène veut passer de l'autre côté, elle doit franchir cette paroi, et en passant, il y en a de l'autre côté aussi. Hein, donc, c'est des deux côtés. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière ces cellules endothéliales? Ce que je dessine présentement, c'est la fameuse membrane basale, qui est tout mince, qui est une espèce de tissu conjonctif, qui vient s'appuyer comme ça. En fait, les cellules endothéliales sont, si vous préférez, sont assises, appuyées carrément sur la membrane basale. Donc, la membrane basale du vaisseau sanguin, du capillaire qui est ici. Ça, c'est la première chose. L'oxygène devra passer à travers ces cellules, passer à travers la membrane basale. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve de l'autre côté? C'est pas mal la même chose, sauf au niveau de l'alvéole. Donc, je vais changer de couleur pour que ça soit un petit peu plus clair. Je disais tantôt que les deux membranes basales étaient fusionnées. Donc, ce que je dessine en bleu ici, c'est une membrane basale aussi.
mais celle-ci appartient donc à l'alvéole. Ces deux membranes en rouge et en bleu sont fusionnées ensemble. C'est pour ça que tantôt, sur la figure du manuel, on ne distinguait pas les deux membranes, ce que moi je fais ici. Mais quand même, gardez en tête que les deux sont fusionnés. Donc, membrane basale, mais dans ce cas-ci, c'est au niveau de l'alvéole. Donc, une membrane basale alvéolaire. Et qu'est-ce qu'on a? Bien, par la suite, appuyé sur cette membrane basale, c'est la même chose. J'ai des cellules ici qui vont constituer la paroi de l'alvéole. Ces cellules-là, c'est généralement, il y en a 4 sortes. Hein? Donc, à 95%, si on veut faire un lien avec tantôt, c'est des pneumocytes de type 1. Donc, c'est surtout ça qu'on va rencontrer. Il y a aussi des pneumocytes de type 2. Il y a des fibroblastes. Tout ce que je vous ai enseigné tantôt. Et les fameux macrophages, les deux types de macrophages, macrophagocytes et cellules dendritiques. Donc, pour se situer à ce niveau-ci, c'est l'intérieur de l'alvéole. Cet intérieur va se connecter éventuellement sur le conduit alvéolaire, les différentes bronchioles, bronches et tout ça. Donc, l'oxygène, comme je disais tantôt, elle doit franchir ces quatre obstacles, on peut dire, pour pouvoir passer d'un côté ou l'autre. Donc, je poursuis le chemin. L'oxygène passe à travers ici, on avait dit, les cellules épithéliales, la membrane basale du capillaire, la membrane basale de l'alvéole. Ici, on poursuit le chemin, on va passer à travers les cellules ici, que ce soit des pneumocytes de type 1 ou 2, peu importe, et on regagne l'intérieur comme ça. En fait, j'ai fait le mouvement inverse, malheureusement. J'ai marqué oxygène, mais c'est du CO2 que j'aurais dû dire. Donc, évidemment, le CO2, c'est un gaz toxique, c'est-à-dire qu'il faut l'éliminer. Donc, ce qui a été produit par les cellules doit être éliminé. Donc, il quitte la circulation sanguine, passe à travers la membrane basale, les cellules, la membrane basale, l'autre membrane basale de l'alvéole, les cellules de la paroi, et dans ce cas-ci, le CO2 va être éliminé. Donc, ça va vers l'extérieur du corps, évidemment, pour que ça soit clair. L'oxygène, comme vous le savez bien, on va en sens inverse. Donc, dans ce cas-ci, l'oxygène, qu'est-ce qu'on va faire? On va inspirer, ça veut dire qu'éventuellement, après avoir fait le trajet des bronches, bronchioles et tout le réseau, il y a de l'oxygène qui se ramasse à l'intérieur comme ça de l'alvéole. On va récupérer cet oxygène et on s'en va où? Ben, on veut amener l'oxygène dans le sang, évidemment, pour nourrir les cellules, pour qu'elles puissent faire leur énergie, leur ATP. Donc, dans ce cas-ci, l'oxygène fait le mouvement inverse, passe à travers la paroi de l'alvéole, la membrane basale de l'alvéole, membrane basale du capillaire et à travers les cellules de la paroi, ce qu'on appelle l'endothélium du capillaire. Donc ici, l'oxygène retourne dans le sang et pourra circuler et aller nourrir les cellules. Okay? Donc voilà, c'est la même chose que l'autre dessin. C'est une façon simplifiée de vous montrer un petit peu comment l'alvéole fonctionne et comment l'alvéole va pouvoir déplacer les deux gaz respiratoires.